à tous. Après 10 années de face-à-face entre metteurs sur le marché et fournisseurs d'emballage concernant la transmission des données sur les emballages, la nouvelle réglementation environnementale accentue encore plus la pression. En effet, avec la loi AGEC, les metteurs sur le marché seront prochainement soumis à l'obligation d'afficher les substances SVHC et PE contenues dans les emballages. Or, bien qu'on constate des améliorations dans la transmission des données, il est toujours aussi difficile pour certains metteurs sur le marché d'obtenir des informations de la part des fournisseurs de packs et il serait encore plus difficile d'obtenir ce niveau de détail. Mais pour quelles raisons? Tout d'abord vis-à-vis du secret industriel. Comme dans tout secteur industriel concurrentiel, la composition de l'emballage est une donnée confidentielle. Chaque acteur de la chaîne, et ils sont nombreux dans cette filière, s'en tient ainsi à fournir les données minimales exigées par la réglementation sans plus de détails. Ensuite, à cause de l'absence de certaines données, on rencontre ce cas de figure notamment lorsqu'il s'agit d'un fournisseur de packs hors Europe ou dans le cas d'emballages composés de matières recyclées. Alors, que demande la réglementation et quelles sont les données nécessaires à l'évaluateur de la sécurité? Pour en parler, accueillons Michel Butin du laboratoire Alba de Provence. Bonjour Monsieur Butin, concernant le matériau d'emballage, qu'exige la réglementation? C'est l'annexe 1 du règlement cosmétique qui prévoit le fait de prendre en considération dans l'évaluation de la sécurité les informations concernant le matériau d'emballage. En fait, c'est l'annexe 1 du règlement. Le problème, c'est que l'annexe 1 du règlement est plutôt vague sur les moyens à mettre en œuvre pour cette évaluation. Mais heureusement, la Commission européenne a jugé bon de publier le 25 novembre 2013 une décision d'exécution qui a pour objet de définir les lignes directrices pour l'application de cette annexe 1, des lignes directrices, avec un double objectif affiché. Le premier, c'est de faciliter la compréhension par toutes les entreprises, et notamment les PME, de ces exigences. Et le deuxième objectif, c'est d'aider tout simplement les personnes responsables à respecter leurs obligations réglementaires. Ces lignes directrices envisagent 3 types d'interactions à prendre en compte. Lesquelles? Alors ces 3 interactions, ce sont d'abord des interactions physiques entre les substances qui sont contenues dans le produit cosmétique et le matériau d'emballage. On pense à des risques d'absorption, par exemple, et on a déjà pu constater des absorptions de conservateurs ou de filtres UV sur les parois de certains plastiques, avec évidemment une perte d'efficacité. Le deuxième type d'interaction, ça va être des défauts de propriété barrière que doit jouer le packaging, avec des problèmes d'étanchéité qui peuvent être des problèmes d'étanchéité à l'oxygène, à la vapeur d'eau, à la lumière aussi, avec des risques d'oxydation, de photodégradation. Et enfin, le troisième risque à prendre en compte, la troisième interaction, ça pourrait être des migrations de substances contenues dans le packaging et qui sont susceptibles de migrer dans le produit et de provoquer un risque toxicologique. On pense là à des monomères de plastique, à des plastifiants comme les phtalates, les bisphénols ou voire même des colorants du packaging. Comment peut-on maîtriser ces risques? Alors concernant les 2 premiers points évoqués, ce sont plutôt des études de stabilité qui permettent de répondre à ces risques. Pour ce qui concerne les risques d'absorption, un simple dosage des conservateurs ou un challenge test en fin d'étude de stabilité va nous permettre de vérifier la présence et surtout l'efficacité des conservateurs qui restent dans la formule. Pour ce qui concerne l'étanchéité du packaging, souvent une simple pesée sur un conditionnement qui reste présent tout au long de l'étude de stabilité, la stabilité de la pesée est évidemment un bon marqueur de l'absence d'évaporation. Pour le troisième risque, par contre, celui de migration de substances du packaging vers le produit, là, c'est beaucoup plus compliqué parce que, en règle générale, les fournisseurs ne nous donnent pas d'informations très pertinentes sur le sujet et en théorie, on devrait systématiquement avoir recours à des études qu'on appelle extractibles relargables de migration et qui font appel à des technologies et des méthodes analytiques extrêmement performantes et qui ont souvent un coût extrêmement
extrêmement élevés. C'est ce qu'on pratique sur le médicament ou sur les dispositifs médicaux implantables, mais le pratiquer sur les produits cosmétiques changerait évidemment énormément les budgets de développement. Alors fort heureusement, pour y pallier, il y a quand même quelques informations intéressantes dans les lignes directrices qu'on a évoquées tout à l'heure, qui précisent que les matériaux qui ont été élaborés pour l'emballage alimentaire ont souvent déjà été testés, de sorte que des informations pertinentes sur la stabilité et la migration sont peut-être disponibles. Et ces lignes directrices rajoutent même des essais supplémentaires peuvent ne pas être nécessaires. Et je pense que c'est important de pouvoir s'appuyer sur ce point-là parce que très souvent, les fournisseurs ont réalisé des essais de compatibilité alimentaire et sur la base donc de leur engagement de compatibilité, on peut considérer qu'on a répondu au troisième risque. Merci, Monsieur Butin. C'est donc concrètement la combinaison des essais de stabilité avec mesure des paramètres pertinents et les données de compatibilité du fournisseur qui permettent de prouver la maîtrise de ce risque. Notez que Cosmetics Europe met à la disposition des entreprises un document d'échange d'informations très complet qui permet d'identifier les informations clés à obtenir auprès de votre fournisseur d'emballage. L'approche proposée est basée notamment sur la conformité au contact alimentaire qui, bien que non obligatoire, est un excellent indice sur la sécurité du matériau d'emballage comme vu précédemment. Pour les matériaux recyclés, il est plus délicat d'assurer une constante dans les caractéristiques. La traçabilité est plus difficile à maîtriser et les différentes sources de plastique utilisées peuvent être de qualité variable, contaminés par leur utilisation antérieure ou provenant de qualités non aptes au contact alimentaire et contenant ainsi des substances indésirables. Sur ce sujet, écoutons David Bayard de l'Occitane. Quelles sont les problématiques liées aux emballages composés de matériaux recyclés? Alors, les problématiques qu'on voit arriver, c'est la stabilité, je dirais, du sourcing et des lots qu'on peut utiliser. On qualifie des sources et puis, en toute honnêteté, d'un point de vue ne serait-ce que coloriel, on voit de l'évolution. Et on voit de l'évolution parce que la demande, elle augmente. Et on est en concurrence sur la partie cosmétique directement en termes de sourcing avec le food. Et la réglementation, elle impose au food à 2025 d'avoir au moins 30% de matériaux recyclés. Je parle de PET en disant ça. Et on voit que les recycleurs, ils sont en tension et potentiellement, ils ouvrent un peu le sourcing. Donc, le sujet, il est comment bien contractualiser sur la nature, la qualité avec le recycleur directement. Recyclage mécanique ou chimique? Alors, aujourd'hui, on n'a que du recyclage mécanique de disponible. Soyons clairs, le recyclage chimique, il est au stade de pilote industriel actuellement et au stade d'usine industrielle en quantité plus importante. Les horizons sur la partie PET, c'est plutôt 2025-26. Sur les polyoléfines, ça commence à sortir, mais avec des quantités très, 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 très faibles. Pour autant, la façon dont on voit les choses, c'est que le chimique doit venir en complément du mécanique. Et aujourd'hui, si on fait des projections, le chimique, il couvrira pas plus dans 10 ans que 3, 4, allez, 5% maxi des quantités. Donc c'est bien aujourd'hui, le chimique, il doit être vu en complément de ce que le mécanique ne peut pas traiter. Et si on regarde sur la partie cosmétique, récupérer des flacons ou des contenants plastiques cosmétiques, la plupart du temps, on les colore ces flacons parce qu'on les anime, ils ont quelque chose d'attractif pour le consommateur et ça, traiter de manière mécanique, c'est pas évident et c'est là où le chimique pourra venir en complément. Que demandez-vous à vos fournisseurs d'emballage? Effectivement, avec nos fournisseurs, on demande des données. Globalement, c'est ce qu'on appelle fiche rich, hein, qui va reprendre des données basiques qui vont être absence de bisphénol, de métaux lourds, etc. Donc systématiquement, derrière chaque packaging, on a une fiche d'identité. Spécifiquement pour des matières plastiques, on demande systématiquement un certificat d'alimentarité. Donc sur ce point-là, et si on en vient à des matériaux recyclés qui, eux, ont pu encore être au contact d'autres polluants, on est aussi sur du sujet d'alimentarité. On n'utilise pas d'autres matériaux que ceux qui ont un sujet d'alimentarité. Le deuxième point, c'est qu'il y a plusieurs types de résines
sur les matières plastiques. Et nous, les matériaux recyclés, aujourd'hui, on utilise essentiellement que sur le matériau PET, qui est beaucoup plus inerte. Si on vient sur des matériaux type polyoléfine, PE, PP, beaucoup plus ouverts, c'est des pompes à huile, des pompes à autre chose. On est beaucoup plus à risque. De nombreux programmes sont développés par l'industrie avec le soutien des régions pour la recherche de nouvelles alternatives aux emballages. C'est notamment le cas en Auvergne-Rhône-Alpes avec le projet CosmeBoost. Ce projet est porté par un consortium régional de 7 partenaires de la cosmétique et de la plasturgie, dont Cosmed. Il vise la création d'une plateforme d'expertise numérique en cosmétique pour évaluer les niveaux de risque contenus contenants et ainsi favoriser l'éco-conception par l'intégration de matières recyclées. Plus écologiques, les emballages cosmétiques de demain devront répondre aux enjeux environnementaux, veiller à la sécurité du consommateur tout en assurant la meilleure protection possible pour le produit. De nouveaux défis que la filière ne manquera pas de relever. À bientôt pour un prochain Cosmed TV.